vrai que l'été n'était pas vraiment là jusque-là, mais donc le but ce soir, ça va être de parler de la chaleur et de comment résister à, aux fortes températures. En vous présentant un petit peu le contexte général, les enjeux climatiques, et après d'avoir un petit temps ludique et interactif où on va vous demander de participer aussi sur les trucs et astuces que vous mettez en place et qu'on va abonder nous avec des trucs et astuces en plus. Mais le but, ça va être vraiment de partir de votre expérience à vous euh, et de la compléter. Euh, alors, juste, on va commencer par un petit sondage qui va apparaître donc sur Zoom. Le but est un peu de vous connaître et de savoir quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire euh, à des fins de bilan. Donc, on va vous laisser un petit peu de temps pour répondre. Alors, pour l'instant, on a deux réponses. Il nous en manque sept. N'hésitez pas à participer et à répondre aux questions. Il va y en avoir d'autres au fur et à mesure sur les éco-gestes. Donc, voilà, ça se remplit. Ok. Bon, on va arrêter là. Ah, il y a encore des réponses. Donc, visiblement, a priori, la chaleur, personne n'a répondu que c'était pas un problème. Donc, visiblement, il y a un peu besoin de conseils. Donc, effectivement, on va vous parler de comment gérer cette chaleur. Euh, et on va regarder vos attentes. Très bien. On vous remercie. Ça va nous être utile notamment à des fins de bilan, de savoir votre satisfaction. Il y aura d'autres questions un peu plus tard pendant le webinaire. Hop, donc, hop, et je vais laisser la parole à Clara. Donc pour commencer, ce webinaire sur la chaleur, on voulait un peu vous parler du contexte climatique, de pourquoi est-ce qu'on parle de chaleur aujourd'hui, pourquoi c'est un sujet si important, et quels sont en vrai les chiffres qui nous montrent que, il fait de plus en plus chaud ces dernières années. Donc pour commencer, hem, on fait un constat, hein. Le constat, c'est que, il fait de plus en plus chaud depuis quelques décennies. Donc là, avec, ce petit graphique, on essaie de montrer comment la température moyenne a augmenté, chaque année. Donc, pour vous expliquer un peu comment il fonctionne, au niveau zéro, la barre du zéro, c'est la référence de température, c'est une moyenne de température qu'on a calculée entre 1961 et 1990. Donc du coup, cette moyenne de température, elle est de 11 degrés. Et par rapport à cette température, on regarde la température moyenne de chaque année et on voit, quel est l'écart entre cette moyenne de température et la moyenne de chaque année. Et donc ce qu'on peut voir, très clairement, c'est que, depuis les années, 1990, on n'a pas une seule année qui n'a pas été au-dessus, de cette moyenne de température de 11 degrés. Ce qui veut dire que toutes les années depuis 1990 ont eu une moyenne de température plus chaude, très élevée, soit parce que toutes les températures ont augmenté, des étés plus doux, pardon, des hivers plus doux et des étés plus durs, ou alors parce qu'il y a eu des éléments extrêmes, des vagues de chaleur extrêmes qui ont fait augmenter la température moyenne. Donc c'est un fait, depuis quelques décennies, la température augmente. Euh, Quelques éléments de définition, parce qu'on parle souvent de vagues de chaleur, de canicules, voilà, on ne sait pas trop comment se placer. Pour vous expliquer ce que c'est, une canicule, non, je vais commencer par la vague de chaleur. La vague de chaleur, c'est un épisode de température nettement plus élevé que les normales de saison et pendant plusieurs jours consécutifs. Et donc, la vague de chaleur, elle répond à plusieurs critères. C'est que la température est supérieure ou égale à 25,3 degrés au moins un jour,
Elle reste aussi supérieure à 23,4 degrés au moins 3 jours et elle ne descend pas une seule fois sous 22,4 degrés. Donc la vague de chaleur, c'est très très large, hein. Il y a plusieurs définitions selon les régions du monde, mais en France, c'est ça notre définition. Et donc quand les trois critères sont remplis, eh ben, on parle de vague de chaleur. Et donc, les vagues de chaleur, il y en a des plus ou moins fortes. La canicule, le terme canicule, ça désigne un épisode de température, une vague de chaleur extrêmement élevée, de jour comme de nuit, sur une période prolongée. C'est vraiment ça qui va la caractériser, c'est le fait que ce soit prolongé sur plusieurs jours. Et donc, donc, le plan canicule, comme on le voit sur le petit dessin à droite, est en plusieurs niveaux. Et les niveaux les plus élevés sont appelés les niveaux canicules. Et ça, c'est en fonction du coup, comme je l'ai dit, de la durée des grandes vagues de chaleur. Donc voilà un peu pour les éléments de définition sur ces deux termes-là. Euh, Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était que bah, du coup, les vagues de chaleur, on en observe de plus en plus et de plus en plus fortes. Et on a eu 44 épisodes identifiés depuis 1947. Avec, voilà, sur le graphique, on voit bien la canicule de 2003 qui ressort quand même très très bien avec une intensité maximale de plus de 30 degrés. Euh, donc on s'en souvient. Et puis on voit aussi qu'il y a de plus en plus de petites vagues de chaleur, mais très nombreuses ces dernières années, beaucoup plus qu'avant en tout cas, et des éléments, des vagues de chaleur aussi plus extrêmes. Donc c'est un constat, il fait de plus en plus chaud, et donc du coup on doit vivre avec. Euh, oui, et un dernier élément sur les vagues de chaleur. On parle souvent donc de vagues de chaleur au niveau national, mais moi je voulais des éléments un peu plus locaux. Donc là, c'est des éléments qui portent sur les températures à Montreuil, donc sur notre territoire, et qui montrent que chacune des 3 dernières décennies a été plus chaude que la précédente et que toutes les autres décennies depuis 1850, qu'on est dans une période où on a connu des températures extrêmement élevées, probablement même plus élevées que depuis 1400 ans. Et puis les 8 années les plus chaudes ont toutes été enregistrées depuis 2015, en tout cas depuis qu'on a commencé à enregistrer les températures. Et donc, euh, avec ça, on essaye de faire des projections sur le futur, sur les températures qu'on pourrait avoir en 2050. Et donc, les trois graphiques avec les ronds que vous voyez en dessous essayent de montrer cela. Le nombre annuel de jours très chauds, donc de jours qui dépassent 35 degrés, pourrait monter à 3 jours en 2050. Et ça, c'est une valeur médiane. Donc, ça pourrait monter à 5 dans les pires scénarios. Au niveau du nombre annuel de jours en vague de chaleur, on monterait à 11, voire à 14. Et puis, pour le nombre annuel de nuits très chaudes, donc les nuits qui excèdent 20 degrés, on serait à 24 et même voire 30 jours par an. 30 nuits du coup par an. Et en fait, ce sont les chiffres actualisés. L'année dernière, on avait des chiffres, des estimations plus basses. Donc on voit que plus on avance dans le temps, plus les estimations, plus les projections sont assez hautes en termes de vagues de chaleur et de jours de chaleur par an. Donc, même au niveau local, c'est très très marqué ce fait que bah, il va faire chaud et de plus en plus et plus fort. Donc voilà pour ça. Euh, donc on a fait ce constat-là qui fait de plus en plus chaud, mais on peut se demander bah, pourquoi est-ce qu'il fait de plus en plus chaud. Il y a plusieurs facteurs qui s'en mêlent, mais le changement climatique, c'est un des facteurs les plus importants aujourd'hui. Pourquoi on parle de changement climatique? Pour ça, il faut parler d'effet de serre. C'est l'effet de serre qui réchauffe la Terre actuellement. Qu'est-ce que l'effet de serre? Là, on a le joli schéma d'une planète avec une couche au-dessus. Vous voyez une couche bleue qui est composée de gaz. Cette couche, ça s'appelle la couche de gaz à effet de serre, qui est totalement naturelle, hein, puisque cette couche, si elle n'existait pas, elle ferait une température moyenne de moins 18 degrés sur Terre, ce qui ne permettrait pas la vie. Alors qu'avec cette couche qui réchauffe la Terre, on est à une température moyenne de 15 degrés sur Terre, ce qui nous permet de vivre plus ou moins correctement. Et donc, comment fonctionne cet effet de serre? Le Soleil émet des rayonnements qui vont traverser cette couche de gaz à effet de serre et venir réchauffer la Terre. La Terre, à son tour, elle s'échauffe et puis elle va rayonner, elle va remettre ses rayons vers l'espace. Et puis, ces rayons vont re-rencontrer la couche de gaz à effet de serre. Sauf que comme cette couche, elle est en train de s'épaissir à cause de nos émissions de gaz à effet de serre, eh ben, il y a plus de rayonnements qui vont rester coincés à l'intérieur de la Terre et moins qui vont pouvoir s'échapper dans l'espace. Et donc, du coup, ces rayonnements vont
à nouveau réchauffer la Terre. Donc plus la couche s'épaissit, plus les rayonnements sont piégés à l'intérieur et plus il va faire chaud. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on parle de changement climatique aujourd'hui, c'est que la Terre s'échauffe à cause de l'épaississement de cette couche de gaz à effet de serre. Hem, Cette couche de gaz à effet de serre, elle est constituée de 7 gaz. On parle beaucoup du dioxyde de carbone, le CO2, qui est le gaz le plus important et le plus émis aujourd'hui par nos activités. On peut parler aussi du méthane, qui est très très réchauffant. Et donc ces gaz, ils sont émis par nous, par les activités humaines, la production d'énergie, la fabrication de produits, l'abattage de forêts, les transports, énergie du bâtiment et la surconsommation. Toutes nos activités font qu'on émet des gaz à effet de serre qui vont faire épaissir cette couche et donc réchauffer la Terre. Euh, pourquoi ça émet des gaz à effet de serre? C'est surtout notre utilisation de l'énergie fossile finalement. Donc l'énergie fossile, c'est tout ce qui va être le pétrole, le gaz et le charbon. Ces trois énergies-là, qui, pour qu'on les utilise, pour qu'elles nous donnent de l'énergie, on a besoin de les brûler. Voilà, quand on met de l'essence dans la voiture, eh ben, on va brûler l'essence pour que le moteur avance. Et donc ça nous donne de l'énergie, ce qui nous permet de vivre plus confortablement avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, avec nos modes de vie. Mais ça émet aussi beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc ces gaz à effet de serre vont être rejetés ensuite sur cette couche de gaz à effet de serre. Donc c'est notre utilisation de l'énergie qui est la, la plus grande problématique aujourd'hui pour le changement climatique. Et donc un dernier graphique pour mettre un peu de contexte. Notre mode de vie aujourd'hui est basé à 80% sur les énergies fossiles, donc sur le gaz, le pétrole et le charbon. Et vous voyez qu'on a une tendance exponentielle ces dernières décennies à utiliser de l'énergie. Les énergies renouvelables, en vrai, ne représentent vraiment une toute petite partie de notre énergie utilisée dans le monde. Donc, c'est les énergies fossiles qui sont très présentes et qui donc émettent des gaz à effet de serre. Donc, j'ai essayé de vous expliquer un peu grossièrement pourquoi on parle de changement climatique, pourquoi ça se réchauffe aujourd'hui. Bien sûr, il y a plein d'autres facteurs, c'est des éléments qui sont très, très complexes. Voilà, j'ai essayé de vulgariser un peu la chose. Mais donc, en agissant, sur nos pratiques individuelles, en agissant collectivement, eh ben, on agit aussi pour notre confort d'été, puisqu'on agit, pour, qu'il fasse moins chaud et que la Terre, s'échauffe moins. Donc voilà pour cette partie contexte climatique. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant, un peu plus précisément sur les trucs et astuces et donc pour ça, je laisse la parole à Eric. Alors, bah, une fois qu'on a parlé du phénomène général du réchauffement climatique à l'échelle de la planète, il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe bah, autour de chez nous, dans nos quartiers et dans nos logements. Et donc finalement, enfin, pourquoi on a des problèmes de chaleur de plus en plus importantes? Alors oui, il y a un contexte général qui est le réchauffement climatique, mais aussi l'adaptation des villes qui parfois pose problème. Donc sur ce petit schéma, en fait, le but, c'était de vous montrer comment en fait la planète normalement gère le rayonnement solaire et la chaleur. Normalement, en journée, la Terre va accumuler de la chaleur et va la restituer la nuit. Tout à l'heure, Clara vous parlait dans les estimations pour Montreuil des jours, du nombre de nuits où il ferait plus de 20 degrés. En fait, c'est parce que la nuit a ce rôle de refroidissement normalement pendant l'été. Un autre facteur, c'est la végétation avec l'évapotranspiration. Mais donc voilà. Donc sur ce dessin, vous voyez bien que le but, c'est pendant la nuit, en fait, on restitue la chaleur, on refroidit les quartiers, et le jour, plutôt on emmagasine. Et donc, pourquoi la ville n'est pas forcément adaptée? Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier, ça va être bah, la matérialité de la ville, avec une donnée qui s'appelle l'albédo. L'albédo, en fait, c'est un chiffre qui est compris entre 0 et 1 et qui représente en fait le rapport entre la puissance du rayonnement réfléchi par rapport à la puissance de rayonnement reçu. C'est-à-dire, le matériau va récupérer un rayonnement solaire. Quelle est la partie du rayonnement solaire reçu qui va pouvoir restituer? Et en fait, toute la puissance du rayonnement qui n'est pas restituée, c'est de la chaleur qui est emmagasinée au sein du matériau. Et donc, qui va augmenter la température au fur et à mesure dans le temps. Et donc, plus on est sur
un albédo faible, donc proche de zéro, plus on va être sur des surfaces très absorbantes qui vont absorber la chaleur. Plus on s'approche du 1, plus on sera sur un matériau réfléchissant qui va pouvoir garder le matériau au frais. Donc, et vous avez quelques exemples finalement de la matérialité de la ville avec le goudron qui est peut-être le pire exemple en ville. On voit bien dans les espaces très goudronnés, bah, l'asphalte est extrêmement chaud, c'est très désagréable en été. Et les façades blanches ou les peintures réfléchissantes qui se répandent de plus en plus, là on est sur des surfaces très réfléchissantes. Et c'est pour ça aussi que si on regarde des exemples autour de la Méditerranée par exemple, vous avez beaucoup de petits villages avec des maisons toutes blanches. C'est parce que la peinture blanche, enfin la couleur blanche a cette capacité en fait à réfléchir la chaleur et à garder l'intérieur au frais. Donc le premier effet, c'est la matérialité. Et le deuxième facteur, Juste, Eric, je oui, crois qu'il y avait une petite question dans ah, le chat qui, je pense, peut être répondue tout de suite. Il y a quelqu'un qui la demande Terre. et la Terre. Ouais. Alors, bah, je vais revenir en arrière. Donc, et la terre, bah, la terre, ça dépend. Si on parle de pelouse, vous voyez que c'est à 0,3. Si on parle de la terre en termes de matérialité, si on parle que d'albédo, c'est-à-dire seulement d'albédo, bah, on est plutôt sur une colorimétrie foncée pour la terre et donc on va être sur une surface plutôt absorbante. Par contre, sur ce qui est de la pelouse et des arbres ou de la terre, en fait, il y a aussi une question qui est bah, la capacité à emmagasiner de l'eau. Et donc, sur l'albédo, c'est pas forcément là où enfin, l'albédo, c'est pas forcément le seul critère qu'on va regarder sur des espaces où la terre est nue ou la terre est plantée. L'albédo, ça va être plutôt intéressant pour ce qui est la partie construite, c'est-à-dire goudron, bâtiment, euh, ce genre de choses. Pour la terre, là, on est vraiment sur une couleur. Enfin, vous voyez, hein, au final, bah, la terre, on n'est pas très loin au niveau de la couleur, donc on doit être aux alentours de 0,4. Pour vous donner un exemple, en termes de matériaux de terrain naturel, le plus réfléchissant, la neige. La neige, on a un albédo de 0,9, 90% de réfléchissement. Donc la terre étant plus foncée, voilà. J'espère que ça a répondu à la question. Et donc, deuxième facteur, bah, la morphologie urbaine. On vous a mis deux petites photos, euh, enfin deux petites axonométries. La première, alors on est sur un tissu plutôt dense de type haussmannien, mais qu'on peut retrouver sur notre territoire, notamment dans des villes comme Vincennes ou Saint-Mandé. Et la deuxième image, on est sur un bâti du type grand ensemble qu'on peut retrouver sur notre territoire, notamment dans des villes comme Bobigny ou Clichy-sous-Bois, par exemple. Euh, il n'y a pas de mauvaise morphologie urbaine. Il y a juste une question de comment on s'adapte. C'est-à-dire que sur la première photo, sur un tissu plutôt dense, on va avoir un point positif qui va être que la densité du bâti fait que, au final, les rayons du soleil vont quasiment jamais atteindre le sol. Le sol va être touché à midi quand le soleil est au zénith. Le reste du temps, les bâtiments vont venir faire de l'ombre parce qu'on est sur du bâti plutôt haut et des rues plutôt étroites. À l'inverse, sur un bâti, sur une morphologie du type grand ensemble, alors là, les bâtis sont extrêmement hauts, mais très épars, et du coup, effectivement, il y a pas mal de soleil qui peut atteindre, qui peut toucher le sol, et donc le sol a une capacité à emmagasiner beaucoup plus de chaleur que dans un tissu urbain plus dense. Mais l'effet inverse, c'est que bah, le refroidissement est plus compliqué dans une ville dense que dans une ville de type moderne. Encore une fois, si on rajoute maintenant dans l'équation la question de l'albédo, bah, on n'est pas du tout sur un même, un même confort. Si par exemple on prend cette image-là, qui est donc un grand ensemble, si les espaces blancs qui représentent le sol sont une dalle bétonnée, comme on peut en avoir à Bobigny, ou des espaces un petit peu plus verts, un peu plus plantés, où là en fait il va y avoir une évapotranspiration, il va y avoir un albédo plus élevé, et donc on va avoir un confort quand même un petit peu plus important que si tout était bétonné. Donc, c'est plusieurs facteurs qui interviennent en ce qui concerne l'impact de la ville sur notre confort. Et donc, on vous a mis une petite coupe qui représente en fait les températures mesurées euh, pendant une nuit de la canicule de 2003.
Vous vous rappelez de la slide sur les vagues de chaleur, on voit bien que 2003, c'était la grosse bulle. Donc, encore à ce jour, on l'utilise comme référence. Et donc, sur cette coupe, on voit bien qu'effectivement, bah, quand vous êtes dans un espace plutôt arboré du type Rambouillet, la température est assez agréable. Par contre, quand vous vous rapprochez de Paris, là, ça commence à devenir compliqué. Les températures montent de manière importante. Et donc, vous avez aussi deux thermographies, enfin deux cartes thermiques de la région Île-de-France où vous vous rendez compte qu'effectivement, en termes de canicule, on est plus à l'aise quand on habite en Seine-et-Marne que quand on habite en proche banlieue. Et donc, une fois qu'on a parlé du quartier, on a parlé du monde, on a parlé du quartier, de la ville, et on peut rezoomer encore plus et parler du logement. En 2023, donc l'année dernière, la Fondation Abbé Pierre a publié un rapport où pour la première fois, alors on a tous entendu parler du terme de passoire énergétique, c'est devenu du langage courant, tout le monde sait ce qu'est une passoire énergétique. Et la Fondation Abbé Pierre a pour la première fois établi un pendant à la passoire énergétique, qui est un problème plutôt divers, en été, en parlant de bouilloire thermique. Et donc de ces logements qui sont très mal isolés, qui sont sous les combles, qui sont exposés au sud ou à l'ouest avec des grandes baies vitrées et qui sont extrêmement difficiles à rafraîchir. Et donc c'est aussi une forme de vulnérabilité, la chaleur. Et donc il y a un rapport qui a été fait l'année dernière. Si vous ne l'avez pas lu, on pourra peut-être vous l'envoyer dans les documents en plus du support qui vous sera envoyé. Hop. Et donc maintenant qu'on a parlé un peu de tout le contexte, ce qu'on va vous proposer, c'est de participer un petit peu pour commencer, avant Clara vous a envoyé dans la discussion un lien sur Jamboard. Donc vous allez arriver sur... Alors, est-ce qu'on voit bien mon écran, mon Jamboard? Oui, ok. Donc vous allez arriver sur cette planche-là. Et ce qu'on va vous inviter à faire, c'est juste de noter en fait dans les penses-bêtes. euh, Chaque pense-bête, vous allez pouvoir noter une chose que vous faites pour vous protéger de la chaleur. Alors, on vous invite à noter les gestes que vous faites et aussi à marquer vos initiales ou votre prénom pour qu'on puisse garder une trace. Et donc, ce document, c'est un document qu'on va nous garder derrière, qu'on vous enverra et qu'on complétera. Euh, donc, je vois qu'il y a déjà des premières étiquettes qui ont été remplies. On va vous laisser quelques temps. Si vous manquez d'étiquettes, n'hésitez pas. Donc, c'est pense-bête là où il y a ma souris, mais je ne sais pas si vous la voyez. Donc, dans dans la petite barre d'outils qui est à gauche. Donc, on va vous laisser un petit peu de temps. On va vous laisser encore 1 ou 2 minutes. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Le but vraiment, ça va être bah, de partir de vos gestes que vous faites aujourd'hui pour compléter, vous en apporter plus, puisqu'on a bien vu que malgré ce que vous faites déjà, vous avez parfois du mal à gérer les températures dans vos logements. Mais donc, on souhaitait vraiment partir de votre expérience particulière pour être le plus utile et que vous puissiez partir avec plein de bonnes idées à la fin de ce webinaire.
Je vais vous rajouter des post-it au cas où. Oui, on attend encore une minute à 35. Comme ça, c'est tout rond. Alors, alors, on vous remercie pour votre participation. Euh, alors, on y reviendra. Là, bah, ce qu'on peut faire déjà, c'est lire tous ensemble un petit peu bah, les éléments qui ont été donnés, et un peu réagir ensemble avec Clara. Donc, sur les familles, parce que bah, après, il va y avoir une partie quiz, mais nous, c'est vrai on a estimé 4 familles de gestes qui aident. La première, ça va être bah, de limiter l'apport de chaleur extérieure. Donc là, on voit que baisser les volets, effectivement, quand le soleil tape pour éviter d'emmagasiner de la chaleur. Donc là, on a aussi une question sur les stores, donc ça rejoint. Ah, ça, c'est plus un. Ventiler, ok. Alors. Demander à la copro, effectivement, de planter des arbres. Donc, ça aussi, gérer les espaces extérieurs pour réduire un petit peu la température ambiante. Mhm. Euh, L'isolation. Hop, hop. On va mettre ça par là pour l'instant. Euh, Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a autre chose? Euh, donc, fermer les fenêtres et volets aussi. Euh, et les questions d'aménagement. Oui, effectivement. Et donc ça, pareil. Donc là, on est sur la première grande famille qui est donc de limiter l'arrivée d'air, les arrivées, pardon, de chaleur extérieure. Euh, Après, Après, normalement, on a une famille ouais, vas-y. pour limiter la chaleur, l'émission de chaleur à l'intérieur. Donc là, ce qui peut rentrer dedans, c'est n'utiliser que des ampoules LED, par exemple, qui limitent la chaleur à l'intérieur. Euh, je crois qu'on n'a pas beaucoup d'idées qui vont dans ce sens-là. Je suis en train de regarder. Non, bah, on peut peut-être, bah ça, on va compléter justement. Quoique si, alors si Mhm. j'avais vu quelque chose là, ne pas cuisiner, ne pas allumer le sèche-linge, effectivement. Oui, tout à fait. Hop, la troisième famille, donc c'était de comment on rafraîchit finalement l'air. Et donc là, il y a la question de l'aération et de comment on fait. Le drap humide, effectivement, c'est une bonne idée. Les rideaux plutôt clairs, donc alors ça, on est plus dans cette partie-là. Installer une cuisine d'été dans le jardin. Ah bah ça peut-être du coup plus deuxième famille effectivement. Si je comprends bien, c'est le but c'est d'avoir une cuisine à l'extérieur pour éviter de chauffer à l'intérieur. Si c'est ça, on est dans la deuxième famille. Alors euh, et après ventiler l'air. Et donc la troisième famille. Ah, c'est ça. Et donc la quatrième famille, c'était sur les. C'était réguler sa température corporelle, donc réussir à prendre d'autres habitudes. Donc, bah, par exemple, prendre des douches fraîches, oui, ça permet de réguler sa température corporelle, même si on verra qu'il y a d'autres astuces pour le faire. Et la clim aussi, on profite de la clim au travail. Très bien. Vous avez bien de la chance parce que nous, là, on est au travail et il n'y a pas de clim.
Alors, très bien. Bah, du coup, on reviendra et nous, c'est vrai qu'au fur et à mesure, pendant le webinaire, du coup, on rajoutera aussi des choses sur ce Jamboard et le but, ce sera qu'on puisse, bah, l'enregistrer et vous l'envoyer, pour que vous ayez un petit peu, toutes les informations et on essaiera aussi, bah, de les classer parce que on a bien conscience que là, si on regarde la première famille, on n'est pas sur le même budget si, on ferme une fenêtre en journée ou si on veut isoler, un logement. Donc, il y a aussi la question de la temporalité, de certaines choses qu'on pourra faire, ou il s'est passé quelque chose. Alors du coup, je vous propose qu'on revienne sur, alors pour vous sur Zoom et sur nous pour nous sur le PowerPoint. Hop. Et donc, on va avoir une partie un peu questionnaire. Donc, on a déjà parlé des cas de famille, mais là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur chacune des familles de gestes. On va commencer par la première. Euh, et on va vous mettre un sondage, du coup, avec une petite question de comment laisser la chaleur à l'extérieur. Ça recoupe, hein, certaines questions, certaines Mm. idées que vous aviez mis sur le Malheureusement, on ne savait Jamboard. pas quels éléments vous alliez nous donner, donc c'était difficile de préparer des questions. Mais le Mhm. but, ça va être d'alimenter un peu plus, d'aller un peu plus loin. Ok. Alors, on a 8 réponses sur 13. Est-ce que... Ah, ça continue d'arriver. On attend encore quelques secondes et on va clôturer le sondage. On peut clôturer 11 sur 13. Donc, on peut clôturer. Ah, non, 12 sur 12. 13. Ah, à chaque fois que je veux clôturer, il y a quelqu'un. Est-ce que si je clôture là, la 13e personne... Non? Bon, la 13e personne s'est Allez, endormie. On va mettre fin. Alors, je vais partager les résultats pour que tout le monde puisse les voir. Euh, alors, et donc du coup, effectivement, alors, on est content. Il n'y a personne qui a dit installer un système de climatisation. On va en parler de la climatisation parce qu'on sait que c'est important. Mais c'est pas forcément la bonne solution. Alors, on a deux personnes qui ont dit ouvrir les fenêtres. C'est pas une mauvaise réponse. La question, et on va voir plus tard, c'est quand est-ce qu'on ouvre la fenêtre. Mais sinon, effectivement, c'est des choses donc qu'on avait vues sur la peinture de la façade, donc les questions d'albédo, l'aménagement de l'extérieur. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, hop, je vais juste télécharger. Hop, voilà. Hop, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc pour aller un peu plus loin, donc on va vous parler un petit peu de bah, tout ce qu'on peut faire finalement pour laisser la chaleur à l'extérieur. Donc la première chose, on en a parlé, c'est de traiter l'enveloppe. Euh, les questions de peinture, mais les questions d'isolant. Et alors, donc, quand on parle d'isolant, il y a une donnée qui n'est pas forcément connue, mais qui s'appelle le déphasage et qui est important. Il faut savoir que tous les isolants ne se valent pas en termes de résistance à la chaleur. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart de la façon dont on installe l'isolation, on pense beaucoup au confort thermique d'hiver et on pense très peu à ce qui se passe en été. De plus en plus maintenant, on commence à y penser parce que ça devient important. Mais donc, il y a une donnée qui s'appelle le déphasage thermique, qui est donc une donnée unique au matériau en fonction du matériau et de l'épaisseur, qui est une donnée en heures, qui permet de savoir finalement la résistance à la chaleur, à la pénétration de la chaleur du matériau. Et donc, on voit que sur les matériaux les plus utilisés, du type laine de roche, laine de verre, on est sur une résistance enfin, un déphasage de 6 heures. Donc, 6 heures de soleil, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement sur une toiture en plein été. Et donc, certains matériaux, notamment le biosourcé, nous permet d'atteindre 13 à 14 heures de déphasage. Et donc là, effectivement, c'est des durées un peu plus rares d'ensoleillement. Donc, la première chose, c'est effectivement de traiter l'enveloppe. Après, deuxième élément, bah, de limiter les apports solaires. Donc, vous avez parlé effectivement des volets. Alors, les volets,
tout le monde ne peut pas forcément en installer, parce que parfois c'est compliqué, parce que, faut faire attention à l'aspect de la façade quand on est en copro et donc il y a d'autres solutions qui existent. Plutôt que de parler de volets, on va parler de limiter les apports solaires, c'est-à-dire de bloquer finalement, les rayons du soleil avant qu'ils arrivent à l'intérieur du logement. Donc avec des volets, ça peut être aussi avec des pergolas, des brises, des pare-soleil comme vous avez ici ou des storbanes ou tout simplement aussi en plantant un arbre si vous avez un jardin et donc ça nous permet d'arriver au prochain point. Il y a quelqu'un qui a parlé de sa copro justement et du fait de traiter les espaces extérieurs. Et effectivement, en fait, traiter l'espace extérieur, ça va permettre de réduire un tout petit peu la température à l'extérieur et donc la pénétration finalement de la chaleur. Pour ça, il y a plusieurs éléments. Le premier, ben, on en a parlé, ça va être la végétation avec l'évapotranspiration. Euh, En sachant que bah, tous les arbres ne se valent pas, mais c'est vrai qu'on privilégie plutôt des arbres à feuillage caduc, puisque ça permet d'avoir un feuillage plutôt épais qui va filtrer le soleil en été, mais de plus avoir de feuilles en hiver, là où on a besoin des rayons du soleil finalement. Une autre solution, bah, c'est aussi les plans d'eau. Donc d'installer un plan d'eau. Alors là, on vous a mis un très beau plan d'eau en photo. Mais ça peut être juste un tout petit plan d'eau qui permet de rafraîchir un petit peu. Une fois que le soleil va taper sur le plan d'eau, l'eau va s'évaporer et ça va rafraîchir un petit peu l'air environnement. D'accord? Et donc, ça, c'était un petit peu les gros projets. Les choses un petit peu plus faciles, le système D. C'est qu'est-ce que je peux faire moi dès ce soir si j'ai des problèmes avec la chaleur? Ça va être d'avoir des volets entre guillemets improvisés. Donc en mettant un drap, je sais qu'il y a quelqu'un qui parlait d'un drap humide devant la fenêtre. Faut savoir que si, alors pas humide parce que de l'autre côté de la fenêtre ça sert à rien, mais de bloquer la chaleur si vous n'avez pas de volet depuis l'extérieur, c'est une bonne idée. Vous pouvez le faire avec des draps, une bâche ou si vous avez un petit peu de budget, mais c'est pas très cher, hein, des films anti-chaleur ou une couverture de survie. Euh, c'est le film anti-chaleur, donc ça s'achète en magasin de bricolage. Et la couverture de survie, ça s'achète sûrement dans les trucs de camping. Je ne saurais pas vous dire exactement. Donc voilà pour la première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'en vois pas. Donc on va pouvoir passer, je peux laisser la parole à Clara pour la deuxième partie. Ouais, donc la deuxième grande famille de, de gestes qu'on peut faire, c'est de limiter la chaleur émise à l'intérieur du logement, qui va du coup augmenter la chaleur à l'intérieur. Je vais lancer un petit sondage, pareil, une des petites questions auxquelles répondre pour un peu avoir vos avis là-dessus. Donc, il s'agit de répondre à la question de, selon vous, est-ce que la chaleur émise par ces appareils, elle est négligeable, moyenne ou importante? Donc, pour chaque appareil qui est écrit, qui est décrit ici, mettre si pour vous, il dégage beaucoup, pas beaucoup de chaleur euh, à l'intérieur du logement. Je vais vous laisser un peu de temps pour répondre, parce qu'il y en a un peu beaucoup des appareils. Ok, donc les premières réponses commencent à arriver. Vous n'êtes pas forcément d'accord sur, sur les émissions de chaleur de chaque appareil, sauf le four où où tout le monde est d'accord. Je vous laisse encore un petit peu de temps.
OK. On va pouvoir clôturer, cette question. J'espère en disant ça que la 12e personne va envoyer ses réponses. Toujours pas. Donc je vais arrêter, cette question ici. Hop. Hem, alors, je vais vous partager les résultats. Hop là. Donc effectivement, on a plus ou moins des réponses homogènes. Sur le four, et effectivement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est, une émission de chaleur très importante. On va voir ensuite, comment si c'est vrai ou pas, finalement. Hop. Donc on va pas débriefer les appareils un par un, mais voilà, juste pour vous dire que donc limiter, la chaleur, émise à l'intérieur de son logement, c'est aussi, très important. Et qu'est-ce qui fait de la chaleur à l'intérieur de son logement? Outre le chauffage, bien sûr, ça va être tout l'équipement, électrique. Donc chaque appareil électrique, en fait, en chauffant, puisqu'il utilise de l'énergie, va émettre de la chaleur, que ce soit même, donc une ampoule, un ordinateur ou une télévision, comme on le voit sur l'écran. Et donc là, on vous a fait un petit tableau, hem, qui résume les émissions plus ou moins fortes de chaleur, par appareil. Donc, la première colonne donne l'appareil, la deuxième colonne donne, le nombre moyen d'utilisation, le temps moyen d'utilisation par jour de cet appareil-là, l'apport en chaleur en watts, et puis pour que ce soit plus facile, à comprendre, on a converti en, temps d'utilisation d'un chauffage finalement, d'un radiateur électrique. Donc, par exemple, bah, la lampe basse consommation, on l'utilise 3 heures par jour, et puis, bah, c'est comme si, 3 heures en l'utilisant 3 heures par jour, c'est comme si on chauffait, en tout cas, on allumait son radiateur électrique 1 minute et 15 secondes. Donc voilà, c'est très, très bas, pour la lampe, basse consommation, mais au contraire, pour d'autres appareils, comme, bah, le four, tiens, dont on parlait, heu, le four comme, bon, on l'allume pas sur des longues périodes, mais on l'allume, à des intervalles, très fixes, et ben, ça représente 36 minutes, d'un chauffage, d'un radiateur électrique allumé par jour. Et donc on voit que les plus gros appareils, c'est, le sèche-linge et la lampe halogène. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous disait sur le Jamboard qu'il faudrait utiliser que des lampes, des ampoules LED. Et ben effectivement, parce que les LED, ça consomme moins et donc ça chauffe pas du tout. Et donc, au contraire, la lampe halogène qui aujourd'hui sont plus trop trouvables en magasin, elles par contre, si on les utilise, heu, 3 minutes par jour par exemple, et bah, ça va, consommer et ça va chauffer comme un radiateur électrique de 1 heure, pendant 1 heure et 30 minutes. Donc c'est assez différent selon les appareils, mais voilà, ça nous donne une idée globale, de ce qui peut émettre de la chaleur à l'intérieur. Et donc en limitant, l'utilisation de ces appareils-là, et bah, on peut limiter, la chaleur à l'intérieur et donc la température, intérieure de son logement. Donc voilà pour ça. Et donc, quelques astuces, nous on voulait vous partager quelques astuces, low tech plutôt, sur comment réduire, la chaleur à l'intérieur de son logement. On vous donnera, je vois dans le chat que quelqu'un nous demande, la référence de ce tableau, le support on vous l'enverra, donc il y aura ce tableau à intérieur, il y a pas de souci là-dessus, on vous partagera tout ça. Et donc, pour limiter les émissions de chaleur à l'intérieur de son logement et donc pour limiter l'utilisation de certains appareils, et ben, on peut essayer de fabriquer des choses soi-même. Nous, on a pris le parti de vous montrer la marmite norvégienne et le frigo du désert. Donc la marmite norvégienne, c'est un élément qui remplace, le four finalement, puisque, c'est une boîte isolée qui permet de finir la cuisson avec une chaleur résiduelle, donc qui reste, dans la marmite. Donc ça, c'est pour limiter l'usage, de son four. Et puis le frigo du désert, comme son nom le dit, ça permet, de limiter, l'usage du frigo, puisque c'est, du sable humide qu'on vient mettre dans un pot en terre cuite pour maintenir, un espace de stockage au frais, pour ces aliments. C'est des éléments qu'on peut fabriquer soi-même. On vous a mis, 2 liens, donc comme on vous enverra le support, vous pourrez avoir accès à ces liens, pour, essayer de les faire vous-même, puisque c'est des choses qui sont assez, réalisables par soi-même. Et donc, c'est des éléments qui permettent d'avoir des équipements moins chauffants et donc de conserver une température plus agréable chez soi. Voilà pour limiter la chaleur à l'intérieur de son logement, globalement. Et donc on poursuit, je vais te redonner la parole Eric pour parler de rafraîchir l'air à l'intérieur. Comment on fait pour faire baisser la température? Bon, on va pareil commencer par un petit questionnaire,
Hop. Je te lance ça. Vu que personne nous a répondu sur la climatisation, ce questionnaire, il nous intéresse beaucoup. Donc, on vous laisse un petit peu de temps. Donc oui, une question sur la climatisation et puis, une dernière question aussi sur la fenêtre ouverte en permanence. Est-ce que, d'après vous, c'est une bonne idée ou pas? Alors on a 11 personnes qui ont répondu. Est-ce que la 12e personne va se manifester ou toujours pas? En tout cas, parmi les 11 personnes, parmi vous 11 qui ont répondu à cette question, personne ne possède de climatisation. Et on est content. Enfin, on est content. Bon, on va pouvoir clôturer. OK, je Hop. clôture. Hop. Alors, et partager. Alors, donc du coup, donc personne ne possède de climatisation. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est pas qu'on est forcément contre la climatisation. On a une slide pour expliquer. Enfin, la climatisation est un système qui peut fonctionner et qui peut être utile, notamment sur des publics en grande vulnérabilité. On a bien conscience. Enfin, toute la première partie, Clara vous expliquait à quel point la situation est compliquée et elle risque de devenir de plus en plus compliquée. Donc, le but c'est pas de dire la climatisation c'est le mal, c'est juste de temporiser. Un élan vers la climatisation qu'on peut nous voir sur nos activités en ce moment. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, je vais regarder juste après, je vais continuer. Alors, sur l'utilisation de la climatisation, alors de quoi elle dépend? Il faut savoir que l'utilisation d'une climatisation est régulée par le Code de l'énergie. On ne le sait pas vraiment, mais en fait, l'autorisation d'utilisation d'une climatisation, elle est autorisée seulement si la température des locaux est plus élevée que 26 degrés. C'est-à-dire que s'il fait 26 degrés ou moins, en fait, il n'y a pas à utiliser de climatisation. Donc ça laisse quand même une marge, c'est-à-dire en termes de température estivale. Bon, 26 degrés, c'est une température quand même assez haute et on ne l'atteint pas forcément toujours. Et sur les autres points, donc l'exposition au soleil, la température extérieure, en fait, c'est pas forcément des critères au sens du code de l'énergie, mais on va parler de ça sur la slide sur la climatisation, vous inquiétez pas. Et donc, effectivement, alors, la plupart des gens nous ont dit laisser la fenêtre ouverte en permanence, ça dépend. Bah, ma question n'était pas très bien formulée, je m'en excuse. Euh, et donc, certaines personnes nous ont dit une bonne idée si mes volets sont fermés. Euh, Pas forcément. Alors, la bonne réponse, c'est effectivement ça dépend. Si on revient sur le Jamboard, il y avait quelqu'un qui avait dit effectivement la nuit. Et en fait, c'est pas toutes les nuits. À partir du moment où vous ouvrez la fenêtre, vous permettez un contact entre l'air extérieur et l'air intérieur. Et donc, l'air va se mitiger pour atteindre une température ambiante. Étant donné le volume d'air dans votre logement et le volume d'air à l'extérieur, je peux vous dire que le volume d'air à l'intérieur, il a perdu. Donc, en fait, on ouvre les fenêtres quand la température intérieure est plus élevée que la température extérieure pour permettre d'homogénéiser, donc de baisser la température. Donc, on va juste passer sur les slides sur le rafraîchissement de l'air intérieur. Alors, je vais télécharger les... Hop, voilà.
Et justement, la question dans le chat, parlait d'un Alors, ventilateur, donc on va pouvoir, en ouais. parler maintenant. Alors, bah, en fait, le ventilateur en soi et le ventilateur et la climatisation, c'est pas la même chose. Euh, le ventilateur, son but, ça va être de créer un brassage d'air, c'est-à-dire de créer un mouvement d'air. Au moment où en fait l'air va se déplacer et va passer au contact de votre peau, vous allez ça va en fait permettre une perte de chaleur au niveau de votre peau et donc une sensation plutôt agréable. Euh, le but est donc de brasser l'air et de faire en sorte qu'il y ait ce mouvement dont on parlait tout à l'heure quand je disais qu'on ouvrait la fenêtre, justement, de permettre en fait à l'air de se renouveler et donc d'homogénéiser les températures entre des espaces qui sont plus chauds et des espaces qui sont plus frais. Euh, donc, d'où l'intérêt du brassage d'air. Alors, soit vous avez des ventilateurs, vous avez des photos, soit vous avez des brasseurs d'air, des brasseurs d'air, vous en avez plusieurs types, hein. Ça, c'est un peu old school, les brasseurs d'air au plafond. Mais, euh, mais donc voilà, le but, c'est tout ça, c'est de créer une ventilation au sein du logement pour harmoniser la température et améliorer le confort. Hop, j'arrive pas à passer à la slide d'après. Hop, ça, voilà. Donc la climatisation. Donc comme je le disais, en fait, donc là, parmi vous, il n'y a personne qui a de climatisation. Nous, on n'est pas forcément, on veut pas forcément porter le message que la climatisation, c'est le mal. Comme on le disait, les épisodes de chaleur sont de plus en plus importants, de plus en plus longs et les températures sont de plus en plus hautes. Et on a conscience qu'effectivement, il y a certaines personnes, notamment les publics les plus vulnérables, on parle de la vulnérabilité enfin en synthèse, mais donc les personnes âgées, les personnes qui ont certains problèmes de santé, notamment des problèmes de surpoids, des problèmes rénaux, enfin, où le sexe aussi, où les hommes et les femmes ne sont pas égaux sur la gestion de la chaleur. Donc, les personnes ont pas tous le même critère de vulnérabilité à la chaleur, et donc on comprend qu'effectivement, pour certaines personnes, la climatisation doit être envisagée. Le problème de la climatisation, c'est que pour rafraîchir l'air intérieur de votre logement, en fait, on va chauffer l'air extérieur. Donc tout à l'heure, on parlait notamment avec le Jamboard, avec quelqu'un qui parlait de sa copro et des arbres. Il y a effectivement ce problème bah, la climatisation va créer un îlot de chaleur au final, parce que bah, si tout le monde dans la copro installe une climatisation, c'est comme si bah, toute votre façade était remplie de plein de petits chauffages qui allait souffler de l'air chaud dans votre copropriété, ce qui rend l'espace extérieur pas très agréable. Euh, donc les conseils d'utilisation déjà, c'est que bah, les climatisations, il y en a plusieurs types. Il y a les climatisations fixes, et les climatisations mobiles. Alors les climatisations mobiles, c'est celle où vous avez un tuyau où donc vous ouvrez la fenêtre en fait pour que l'air s'évacue. Là, clairement, on comprend que c'est un peu contre-productif. Donc plutôt privilégier les climatisations fixes du type pompe à chaleur RR si il y en a besoin. Et donc on utilise la climatisation seulement quand la température est au-dessus de 26 degrés et on ne règle pas la température à une température en dessous de 26 degrés et on fait en sorte de garder un écart maximum entre la température extérieure et la température intérieure de 5 degrés. Ça, c'est pas des questions de loi, c'est des questions de confort pour éviter tout choc thermique. Euh, et donc, effectivement, pendant que les fenêtres sont fermées et vraiment en cas de problème récurrent des vagues de chaleur, une canicule, un moment où effectivement on n'arrive plus à faire face. Donc ça, c'était pour la climatisation. Mais il existe d'autres astuces beaucoup plus simples. Alors, on en a parlé pendant le Jamboard. Quelqu'un disait de mettre un linge humide devant sa fenêtre. On peut aussi le mettre devant le ventilateur. Mettre une bouteille d'eau glacée ou un linge humide devant le ventilateur pendant qu'il souffle. Ça va permettre de rafraîchir l'air pendant le brassage un petit peu, donc d'améliorer le confort. Humidifier les sols. Utiliser des plantes d'intérieur. Tout à l'heure, on parlait du frigo du désert. Il faut savoir que les pots en terre cuite ont la capacité à restituer l'humidité à la plante, mais aussi à l'air environnant. Donc, ça peut être une bonne idée. Et sinon, il faut se dire que tout ce qui fonctionne pour l'hiver fonctionne aussi pour l'été.
par exemple, si vous avez une bouillotte que vous utilisez pour réchauffer votre lit en hiver, vous pouvez très bien l'utiliser pour refroidir vos draps pendant l'été. Alors, il y a une autre question. Y a-t-il un taux d'humidité idéal en appartement contre la chaleur? Alors, le taux d'humidité idéal, il n'est pas en fonction de la chaleur, c'est le même pour toute l'année. Il est entre 40 et 65 enfin non, 50 et 65%, je crois. Euh, le trop d'humidité, en fait, bah, c'est pas très agréable. En fait, ça a des problèmes alors déjà sur le bâti. Trop d'humidité, ça va créer de la condensation, de la moisissure, les papiers peints qui se décollent, la peinture qui cloque. Euh, Par contre, si l'air est trop sec, au contraire, vous allez avoir les yeux qui sont irrités, l'irritation bah, de vos muqueuses, donc la gorge, le nez. C'est pas vraiment une question de confort d'été, l'humidité. Euh, Au final, il faut rester dans cette jauge de entre 50 et 65% d'humidité pour votre confort. Alors, hop. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y en a dans le chat aussi. Ouais, je crois qu'il y a une remarque dans le chat. Linge humide, attention au facteur humidex en Bretagne. Oui, bah, c'est vrai que bah, c'est ça. C'est que si on a beaucoup d'humidité et qu'il fait très chaud, bah, la Guyane, c'est sympa, mais bon. Euh, Moi, j'ai visité des logements, effectivement, où il faisait 28 degrés et 90% d'humidité. C'est pas très agréable. Mais, mais donc c'est pour ça qu'au final, là, l'exemple que vous donnez, 64%, on reste dans la norme en termes d'humidité. Après, il y a des moyens du coup de réguler l'humidité. Mais c'est pas en mettant un linge humide devant un ventilateur que vous allez augmenter grandement l'humidité, surtout si vous avez un système de ventilation qui fonctionne dans le logement. Alors, et hop. Et donc la dernière. Ah, il y a une autre question. Euh, Oui, alors, c'est- euh, effectivement, alors je sais pas exactement, c'est juste que, alors moi j'en ai vu un une fois, mais il me semble que c'est un genre de gel qui est dans ces tapis rafraîchissants qu'on met pour les animaux domestiques. Au final, ça fonctionne de la même manière qu'une bouillotte. C'est juste qu'une bouillotte, vous pouvez la réutiliser, vous remettez de l'eau froide dedans et ça fonctionne. Euh, mais effectivement, c'est le même principe finalement, parce que enfin, ces tapis dont vous parlez, c'est des tapis en matière plastique où il y a un gel à l'intérieur qui, euh, qui fait un peu, pas pain de glace, mais qui permet de stocker le froid et de le restituer au fur et à mesure pendant quelques temps. Hop. Et donc, je vais laisser Clara pour la dernière partie. Ouais, pour cette dernière partie, on va parler de gérer sa température corporelle, donc comment, gérer la température de son corps. Et donc, bah, comme d'habitude, on va vous demander, de répondre à une petite question, un petit sondage avant de commencer. Voilà, ça ira plus rapidement, cette dernière partie. Et donc, lors d'épisodes de chaleur importants, quels sont les lieux refuges à envisager à votre avis? Les lieux où on peut se réfugier pour être plus au frais. On n'a pas mis nos lieux de travail, mais parce que Clara et moi, ça marche pas. Alors, on a 11 réponses, 11 réponses sur, 12 réponses sur 12. Hem, alors, je vais mettre fin au sondage et je vais vous partager les résultats. Hem, donc le
la majorité d'entre vous nous dit un espace vert, bien sûr, ce qui est le plus répandu et le plus connu. Les centres commerciaux aussi, effectivement, qui sont climatisés. Sa cave aussi, effectivement, on parlera, tout à l'heure, des différentes pièces de la maison. Et puis quelqu'un, nous dit la plage. Alors malheureusement, c'était un piège, la plage. On peut croire que parce qu'il y a de l'eau, et la mer pas loin, que ça va être plus agréable et que c'est un lieu refuge, mais en fait, pas du tout. La plage, c'est au contraire un endroit où il fait extrêmement chaud. Donc la plage, n'est pas, un lieu refuge, désolée. Hop, je vais juste télécharger les résultats, comme ça on aura une trace de tout ça. Et puis, on va enchaîner du coup sur gérer sa température corporelle. Hop, hem, et il y a il y a Claire qui nous dit bien sûr que la plage bretonne dans l'eau, effectivement, que vas-y Eric, tu veux répondre? Oui, effectivement, l'Atlantique avec le vent, euh, enfin, il y a des endroits, il y a des plages qui peuvent être agréables. En fait, pourquoi la plage est pas un lieu refuge? C'est parce que la plage, bah, il n'y a pas d'ombre. La plage, il n'y a pas d'ombre, c'est un lieu très exposé. Euh, oui, alors oui. Bon, alors on en reparlera en 2050. Je suis pas sûr que l'eau sera toujours à 15 degrés en 2050. Il faut avoir une vision à long terme sur les questions climatiques. Mais effectivement, la plage n'est pas forcément un lieu refuge parce que c'est un lieu très exposé au soleil. C'est un lieu où on reste longtemps, donc on n'a pas forcément le temps enfin, on pense pas forcément à se protéger régulièrement. On met de la crème solaire un petit peu au début et après on oublie. C'est difficile de s'hydrater parce qu'on est complètement à l'extérieur. Voilà. Donc c'est des facteurs qui font que effectivement la plage n'est pas considérée comme un lieu refuge. Parce que dans ce cas-là, on aurait pu mettre la voiture parce qu'il y a la climatisation dans la voiture. Mais ça, personne ne s'est fait avoir par contre. OK. Bah, merci, Eric, pour ta réponse. Et puis, donc oui, ouais, on peut changer ses usages, dans le logement, donc pour gérer sa température corporelle. L'aménagement intérieur, c'est hyper important, dans un logement. L'encombrement des pièces d'abord. Si les meubles sont tous, collés les uns aux autres, bah, ça permet pas une super bonne ventilation et donc forcément, ça va faire augmenter la température intérieure. Donc l'encombrement des pièces, c'est très important. Les textures et les couleurs aussi, on parlait de l'albédo et cetera et ben, c'est le même principe. Les tapis, les sièges en cuir, les plaids en laine, tout ça, ça retient la chaleur et ça fait augmenter la température. Donc plutôt, on favorise le coton et le lin qui sont des matières très aérées et dans des tons clairs, pour, être au maximum au frais. Et puis, si possible, on peut utiliser aussi des pièces, qui sont exposées plus au nord et à l'est, puisqu'on le sait, le sud et l'ouest sont des points cardinaux où l'exposition est très, très forte. Et puis, privilégier les étages bas. Donc on parlait de la cave juste avant. Effectivement, les caves, au sous-sol, sont, des lieux, où le soleil n'arrive pas à et la chaleur n'arrive pas à pénétrer, donc ce sont des lieux plus frais en été. Donc si on a la possibilité, d'aménager sa cave, pour y rester et bah, c'est une bonne solution. Hem, donc voilà et les étages bas aussi, forcément, quand on monte, plus on monte dans les étages, plus on est exposé et plus il fait chaud, on le voit bien, aux derniers étages, qui sont très, très chauds. Hem, on peut aussi, adapter, son mode de vie. Adapter son mode de vie, ça veut dire adapter son alimentation, ses vêtements ou son activité sportive, heu, à la chaleur finalement, puisque ça a un impact sur notre capacité à résister à la chaleur. Et donc, quelques petits conseils qu'on peut vous donner, c'est d'éviter une alimentation difficile à digérer, parce que la digestion fait augmenter la température corporelle puisque ça utilise, de l'énergie de notre corps. Donc une alimentation trop carnée, trop grasse, trop sucrée ou trop épicée, c'est à éviter. Donc voilà, on peut se dire que les barbecues sont, la vedette de l'été et bah, pas forcément, puisque, ce sont des aliments qui sont difficiles à digérer. Hem Pareil, on parlait juste avant, des tapis, des tons clairs, des canapés en cuir et cetera et bah, s'habiller aussi dans des tons sombres ou avec certaines matières et bah, c'est pas très conseillé. Donc pareil que l'albédo, les couleurs sombres vont plus, absorber la chaleur et donc vont nous donner plus chaud et certaines matières aussi, donc le lin et le coton sont à privilégier pour une meilleure aération.
Et puis, forcément, on l'entend souvent, mais avoir une activité sportive intense, et ben, on va pas peut-être pas forcément faire un jogging sous 30 degrés, et puis attendre plutôt des périodes où il fait moins chaud pour mieux résister à la chaleur. Et puis à surveiller forcément, l'hydratation, c'est super important. On le dit que dans les périodes de canicule, pour les enfants et les personnes âgées, mais ça vaut pour tout le monde. L'hydratation, c'est principalement de l'eau, hein, puisque le café et le thé, ne remplacent pas l'eau, dans ses vertus, d'hydratation, et donc il est important de s'hydrater donc de manière régulière et bien sûr suffisante. On le dira jamais assez. Donc voilà, adapter son mode de vie, c'est pour aussi, gérer sa température corporelle et avoir moins chaud. Il y a On une va question. passer à une question. OK. Pourquoi les tons clairs à l'intérieur? Bah, alors pourquoi les tons clairs? Bah, exactement, de la même manière, en fait, si vous avez des tons foncés en décoration. Alors déjà, en matière d'électricité, vous allez utiliser plus d'électricité pour, éclairer parce que, bah, vous allez avoir moins l'usage de la lumière naturelle. Mais ça, c'est de manière générale sur les économies d'énergie. Et après, de toute façon, comme on vous a parlé de l'albédo, enfin, vous voyez bien si vous avez un t-shirt noir ou un t-shirt blanc et vous allez sous le soleil, ça réagit pas de la même manière. Donc, privilégier et alors d'une, il y a la question de comment ça réagit, aux rayons, lumineux et comment ça restitue, la chaleur, et il y a aussi, un effet, bah, alors je sais pas si on peut dire psychologique, mais c'est vrai que, bah, les tons froids et cetera, bah, ça calme un petit peu plus que si vous êtes sur, quelque chose de, très intense, très sombre, où, là, en plus, voilà. Je ne sais pas si, ça répond à la question, mais principalement, c'est pour des questions d'albédo et et voilà. OK. Du coup, on peut passer à la slide Ouais. suivante. Donc on parlait des lieux refuges, effectivement. Trouver refuge, bah, s'il fait trop chaud chez vous, que vous pouvez pas faire, tous les gestes dont on a parlé avant et que c'est pas suffisant ou que vous pouvez pas les faire, et bah, il y a la possibilité de trouver refuge dans des lieux, qui sont, plus frais. Donc effectivement, les espaces verts, comme vous l'aviez dit dans le sondage, les centres commerciaux, les musées, donc là on voit les 3 photos. Il y a plein de lieux refuges qui existent et dont on ne se doute pas forcément, à proximité de chez nous. C'est pour ça qu'il y a certaines collectivités comme Grand Paris Grand Est qui ont fait une cartographie des îlots de fraîcheur, sur leur territoire. Donc voilà, vous pourrez, aller voir si vous habitez sur le territoire ou à proximité, quels lieux ils ont repérés. On vous a aussi mis un lien vers un recensement collaboratif des îlots de fraîcheur, voilà, pour essayer, de voir à proximité de chez vous ce qui s'y passe et comment vous pouvez vous rafraîchir. Et puis, le plan Orsec et la directive gouvernementale du 23 juin 2023 prévoit la publication par les mairies, pardon, des îlots de fraîcheur et des fontaines publiques sur leur site internet. Donc voilà, c'est une obligation, qui va y avoir. Donc chaque collectivité aura l'obligation de publier, ces lieux refuges. Donc voilà, tenez-vous au courant, dans vos communes, de quand sortent ces cartographies-là. Et enfin, quelques trucs et astuces un peu en vrac, sur, comment faire pour gérer sa température corporelle. Bien sûr, on le dit jamais assez, mais éviter de s'exposer aux heures les plus chaudes, de 12 heures à 16 heures, là où le soleil est à son zénith. Porter des vêtements clairs, amples et de matière naturelle, on l'a déjà dit. Le déodorant aussi, le déodorant, on dit oui, l'antitranspirant, on dit non, parce que l'antitranspirant, bah, ça va avoir un effet contraire, et donc ça va au contraire ne pas vous ne pas vous faire transpirer, mais garder à l'intérieur de vous et donc la chaleur et donc faire augmenter votre température corporelle. Hem, on a aussi une autre astuce qui est de mettre sa tête d'oreiller au frigo quelques heures avant d'aller se coucher. Voilà, comme ça, quand on va se coucher, on a la tête d'oreiller toute fraîche, ce qui permet de refroidir le corps pour, s'endormir plus rapidement et pour être, plus au frais la nuit. Et enfin, on l'a déjà dit aussi, mais utiliser une bouillotte à eau froide pour rafraîchir son lit, ça marche aussi dans ce sens-là. Donc voilà quelques trucs et astuces assez faciles à faire. Et puis on voulait, conclure, cette partie avec, un schéma qui résume un peu les facteurs de vulnérabilité à la chaleur. Donc on l'a vu, i pour, contrer la chaleur, il faut s'adapter, adapter son alimentation, ses habitudes, de vie, son activité sportive et son rythme de vie. Voilà, sortir plus tard, ne pas sortir aux heures les plus chaudes et cetera.
Donc ça, c'est s'adapter soi-même, à la chaleur puisque de toute façon, elle est là et si on n'arrive pas à la contrer avec des éléments plus physiques et ben il faut s'adapter. L'exposition aussi est importante au travail, au logement, dans ses sorties. On adapte son exposition au soleil et puis, enfin un facteur dont on a un petit peu parlé, c'est la sensibilité. Comme le disait Eric, on est tous, sensibles différemment, à la chaleur. Donc on a des pathologies, des âges différents, le sexe différent et donc on ressent, différemment les choses. Et donc c'est important de trouver son propre équilibre, pour faire face à la chaleur, et donc de mettre en place les éco-gestes et qui sont les plus efficaces finalement, donc à trouver son équilibre, personnel. Donc voilà pour ça, c'est ces 3 gros, cercles, ces 3 grosses thématiques qui permettent, de mieux faire face à la chaleur, en été. On va passer maintenant à une phase de questions et réponses. S'il y a des choses dont on n'a pas abordé et que vous voulez qu'on aborde, si y a vous avez des questions très plus précises, n'hésitez pas, soit dans le chat, soit dans les questions et réponses, on y répondra. Hem, et puis ne Peut-être partez pas qu'en puisque ouais, peut-être qu'en attendant, on peut alors on va vous lancer un petit questionnaire de satisfaction mmh. et on va vous présenter aussi des ressources qu'on va vous envoyer avec le support pour aller un petit peu plus loin, pendant que, vous posez vos questions si vous en avez. Donc la première chose, c'est rappeler que la LEC pilote 2 dispositifs pour les ménages les plus précaires, donc de lutte contre la précarité énergétique et donc ces dispositifs aussi s'intéressent, aux problèmes de précarité, énergétique d'été. Donc, vous avez toutes les informations, c'est des visites à domicile qui sont gratuites, pour essayer de trouver une solution aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Hem Et on vous enverra, aussi donc 2 guides, de l'ADEME. Le premier est plus sur les usages, le deuxième est un petit peu plus sur les questions rénovation, énergétique et adaptation, du logement, qu'on vous enverra également et donc finalement très important donc, de vous rappeler que si vous êtes une personne âgée ou si vous êtes une personne fragile ou si vous connaissez des personnes fragiles ou âgées, heu n'hésitez pas à, prendre contact auprès, de vos CCAS communaux, donc les centres communaux d'action sociale, qui ont des listings pour s'assurer en fait que, dans les moments les plus compliqués niveau chaleur, vous puissiez être contacté et que, si vous arrivez à un problème ou s'il arrive un problème à l'un de vos proches, bah, que, en fait, ils puissent, alerter les services, compétents le plus vite possible et donc on vous a présenté pas mal d'informations, sur les températures, donc n'hésitez pas à vous informer, il y a des applications maintenant, qui alertent en fait sur les vagues de chaleur à venir et donc, n'hésitez pas à vous tenir informé, de ce qui se passe près de chez vous. On est sur un territoire, donc, le sud de la Seine-Saint-Denis et le nord du Val-de-Marne. On est sur un territoire qui est, pas du tout homogène, que vous soyez sur les bords du canal de l'Ourcq ou de la Marne, c'est pas du tout le même ressenti que si vous habitez à Bobigny, en plein centre, d'un quartier qui est sur Dalle ou si vous habitez, dans un quartier pavillonnaire à Coubron. Le territoire sur lequel on intervient, est très divers. Donc c'est extrêmement important que vous sachiez, ce qui se passe, vraiment là où vous habitez et pas juste à l'échelle du département ou à l'échelle de l'Île-de-France. Malheureusement, sur des phénomènes climatiques, on a besoin d'avoir des informations sur des échelles un peu plus précises. Hop et donc dernière information, donc je vous avais parlé de nos missions à la LEC MVE. On a une mission d'accompagnement, des projets, de rénovation énergétique. Donc n'hésitez pas à nous contacter si, vous souhaitez entreprendre des travaux, heu, afin qu'on puisse, vous informer un petit peu plus. Parce que c'est vrai que là, on était sur quelque chose de très général, mais c'est compliqué de parler d'adaptation en termes de travaux, des logements quand on a un parc, très différent. C'est différent si on est en maison, maison de ville, copropriété. Hem, j'ai vu qu'il y avait, pas mal de sur le Jamboard, il y avait pas mal de questions sur les copropriétés. Donc ça, n'hésitez pas, enfin, ça pourrait être, éventuellement intéressant, on pourra vous faire un retour, heu, sur ça.
juste pour être sûr, les post-it sur la copropriété, c'est bien Monsieur Plailly? Parce qu'il y a, c'est la seule initiale qui correspond, mais Oui, c'est ça, c'est apparemment. ça? Ok, Mm. bah, parfait. Très bien. Euh, euh, non, c'est pas une question. On nous remercie. Bah, on Mm. vous remercie. Je vais juste. Alors, du coup, bah, on peut mettre fin, je pense. Télécharger. Ah, et il y avait d'autres éléments, donc. Ah, j'arrive pas à passer à la slide suivante encore, je sais pas pourquoi. Et donc, pour aller plus loin, donc on vous a parlé des guides ADEME qu'on vous enverra. On vous enverra aussi, donc vous avez les liens, on vous a parlé du frigo du désert, de l'utilisation de couverture de survie. Il y a un site qu'on trouve assez intéressant qui s'appelle le Low-Tech Lab, avec plein de fiches un peu ressources pour bah, consommer de manière différente. Et ça peut être utile pour faire des économies d'énergie, mais aussi pour réduire du coup la température intérieure. Euh, hop, est-ce que dans le chat, je vois qu'il y a quelque chose? Ah bah voilà, il y a quelqu'un de... Mais oui, mais alors, je tiens à préciser pour donc notre audience bretonne que la LEC MVE intervient dans le sud de la Seine-Saint-Denis et le nord du Val-de-Marne. Donc, on n'est pas forcément au fait de la température de baignade en Bretagne, mais... alors, donc, oula, mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Donc, pas de questions. Je crois qu'il y a une dernière slide après. C'était sur le questionnaire de cette. Ah oui, Ah non, non, là, après, ouais. si. C'est juste que voilà, on fait une série de webinaires. Donc, il y a eu un webinaire récemment sur la mobilité. Là, on parle du confort d'été. Et puis, on voulait juste vous annoncer qu'en septembre, on fera un autre webinaire, cette fois sur la voiture électrique. Donc, voilà, pour répondre à toutes les questions, toutes les idées reçues sur la voiture électrique. Ce sera donc le 17 septembre 2024. De toute façon, vous serez informés par les canaux de diffusion de la LEC si vous les suivez. Voilà pour ça. Et puis bah merci à vous d'avoir été là. J'espère que vous avez appris des choses. Nous aussi, on a aimé, on a bien aimé partager avec vous sur le Jamboard vos petites astuces. Et donc merci beaucoup d'avoir été là et bonne soirée à tout le monde. Si Au vous avez des revoir à questions tous. encore, Oui, c'est encore possible. bah, visiblement non. Mais, bah, dans tous les cas, vous avez en fin de présentation, vous avez nos adresses mail. Donc, il ne faudra pas hésiter s'il y a des questions.